Bien. Mesdames, Messieurs, chers collègues, on va pouvoir reprendre. On reprend par l'amendement numéro 26 à l'article 1er. L'amendement de M. Pfeffer. Vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs. Effectivement, cet amendement vise à, plutôt que de laisser la consultation au seul bon vouloir du gouvernement, vise à instaurer un seuil de 10% des électeurs inscrits dans le département qui pourraient signer une pétition pour solliciter une consultation auprès du conseil départemental. Oui, Monsieur Pfeffer, donc en fait, votre amendement loupe ce que vous cherchez à faire. Il le loupe parce que d'une certaine façon, vous demandez à l'État de consulter les électeurs du département. Oui, le président du conseil de vente peut demander à l'État, mais ce n'est pas pour ça que l'État va répondre. Donc, si vous voulez que l'État réponde, vous pouvez non pas changer l'alinéa 2, mais en rajouter un après, qui consiste à dire le président du conseil départemental, s'il obtient 10% des CL1, et donc demande à l'État qui organise. Et dans ces cas-là, puisque c'est c'est pas de l'impératif, mais c'est de l'indicatif, et qui dit l'État organise. Donc ça oblige l'État à le faire. Alors que là, en mettant demander à l'État de consulter, il demande, mais l'État n'est pas obligé de le faire. Ben oui, vous avez demandé, mais on n'est pas obligé de répondre. Donc c'est pour ça que je vous propose de le retirer. Allez-y, Monsieur Pfeffer. Merci, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le rapporteur, j'entends votre argument, mais pourtant, ça laisse quand même ouverte la possibilité au président du conseil départemental de solliciter l'État. D'ailleurs, vous l'évoquiez vous-même dans votre propos liminaire, et je fais référence à cette pétition en Loire-Atlantique qui avait réuni 105 000 signataires en 2018, soit plus de 10% des inscrits. Or, aucune disposition légale ne permettait au président du conseil départemental de solliciter l'État, et cet amendement entend pouvoir laisser cette possibilité. Vous voulez répondre, Monsieur Molac? Oui, alors il l'a fait quand même. Donc il a demandé effectivement à l'État de le faire et l'État a répondu en disant qu'il n'avait pas de moyens parce que l'État ne pouvait pas organiser sur une partie de son territoire seulement une consultation. Ce que par l'alinéa 2, en fait, je permets à l'État de le faire. Donc si vous le modifiez, en plus, ça m'embête parce que c'est quand même le cœur en plus de la proposition. Bien. Donc, je mets au voie l'amendement. Qui vote pour? Qui vote contre? Rejeté. Amendement de Madame Regol, le 22. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit d'un amendement qui est plutôt à caractère rédactionnel et qui a pour fonction d'essayer de souligner que les forces politiques en présence, l'État, le gouvernement en l'occurrence, doit assumer politiquement les questionnements qu'il a dans les couloirs et qui perdurent dans les couloirs de l'Assemblée sur une réorganisation territoriale et de porter, d'avoir un véritable portage politique de la question qui est posée. Vous le savez, en Alsace, la question est importante de savoir comment est-ce qu'on affirme une culture locale, une langue locale, une vie locale, et comment est-ce qu'on peut afficher ça sans le faire au détriment du reste, des questions qui nous traversent toutes et toutes dans diverses régions. Et donc cet amendement a pour vocation d'améliorer la rédaction si elle vous convient et surtout de rappeler qu'il y a un portage politique à assumer derrière. Merci. Alors, Monsieur Molac ou Monsieur Baladon? Oui, je vais répondre avec plaisir à Madame Regol. Madame Regol, c'est un peu plus qu'un amendement rédactionnel, déjà, premier point, et c'est un amendement qui serait assez lourd de conséquences. C'est l'État là qui a la manœuvre. L'organisation d'un vote dans un territoire et sur le territoire national, c'est l'État, c'est pas le gouvernement. Vous imaginez bien que si c'était le gouvernement, ça aurait des implications différentes, déjà de sincérité. Là, c'est l'État, c'est l'organisme de l'État via son émanation dans les départements, c'est-à-dire les services de préfecture, qui organisent un vote. Donc, demande de retrait. Madame Regol. Monsieur Molac. Non, juste pour ajouter, en fait, c'est aussi une convention. On met l'État et non pas le gouvernement. Dans tous les textes législatifs, c'est ce que vous trouverez. Il est retiré.
Amendement numéro 9, Monsieur Kerbrat. Alors, Merci. Monsieur Fernandez, pardon. Merci, Monsieur le Président. Alors, c'est toujours l'Alsace. On s'est réunis là dans la pièce. Cet amendement est inspiré d'une expérience malheureuse qui a eu lieu en Alsace, puisqu'en 2013, un référendum a eu lieu sur la fusion du conseil régional, de l'ex-conseil régional d'Alsace et des conseils départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Alors, le résultat de ce référendum a été le rejet par une majorité d'électeurs dans le Haut-Rhin à 55,74%. Et pour ce qui est du Bas-Rhin, le oui l'a emporté, mais le quorum de 25% n'était pas atteint. Et pourtant, le 27 février 2019, un décret a acté la création de la collectivité européenne d'Alsace, qui est une collectivité territoriale fusionnant les deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Oui, malgré tout, au mépris du résultat du référendum de 2013. À la France Insoumise, nous croyons au maillage territorial des départements comme une échelle administrative pertinente pour gérer les compétences qui leur sont attribuées, car nous pensons les départements suffisamment proches des citoyens et des problématiques locales. Et d'ailleurs, il faut croire que les Françaises et les Français aiment leur département, puisque de la même manière, en 2003, les Corses ont rejeté par référendum la fusion de la Haute-Corse et de la Corse du Sud. Et pourtant, la loi NOTRe de 2015 a créé la collectivité unique de Corse. Donc, pour se prémunir d'un tel déni de démocratie, nous souhaitons par cet amendement apporter des garanties pour que le vote des électeurs soit respecté en cas de rejet d'un référendum. Autrement dit, nous souhaitons garantir qu'il ne puisse être donné suite au projet de modification que s'il recueille dans chacune des collectivités concernées l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits. Je vous remercie. Que les rapporteurs. Oui, alors, quelques petites précisions. Le référendum en Alsace, effectivement, il y avait une majorité d'Alsaciens qui étaient pour, mais il fallait la majorité dans les deux départements. Et quand il y en avait un qui n'avait pas eu de majorité, effectivement, ça n'a pas été fait. Mais c'était pour une collectivité unique. C'est-à-dire, comme ce qui s'est passé en Corse, où là, il y a eu effectivement un premier référendum qui a chopé, mais un autre, et qui était... Alors, c'est pas la même chose, parce que dans l'Alsace aujourd'hui, la CEI, c'est en fait un gros département. Mais c'est dans la région Grand Est. Donc en fait, ce n'est pas une même collectivité, parce que ce qui était proposé, là, c'était de fusionner à la fois la région et le département. Donc c'est pas la même... c'est ce qui a été mis par décret, ok, mais ce n'est pas la même collectivité. Et en Corse, il y a eu une première fois une tentative, effectivement, de fusionner les deux départements, qui a échoué. Mais ensuite, le statut qui a été fait avec une collectivité unique, lui, il a bien été validé par les électeurs. Donc, c'est deux choses différentes. Juste, donc, on ne parle pas forcément tout à fait de la même chose. Là, je vous rappelle que c'est quelque chose qui n'est pas décisionnaire, qui est juste, on demande à la Loire-Atlantique si son sentiment que l'on voit par un certain nombre de choses que sont les manifestations, les sondages, etc., s'il y a une réalité. Après, parce que j'ai l'impression que vous dites, bon, tout de suite, on va changer de région. Que nenni. Après, il va falloir faire une loi là-dessus. Donc, c'est pour ça que la PPL que j'ai, elle est vraiment très ciblée. Et puis, on ne tiendrait pas compte si un département, par exemple, disait que ça n'intéresse pas que la Loire-Atlantique. Déjà, il va falloir avoir des questions qui soient différentes. Parce que pour la Loire-Atlantique, c'est rejoindre la région Bretagne. Et pour les autres, c'est est-ce que vous laissez la Loire-Atlantique rejoindre la région Bretagne? Donc vous voyez déjà l'imbroglio qu'il pourrait y avoir. Mais en plus, imaginons, avec votre système, en fait, c'est qu'il y a 9 départements. Imaginons que 8 départements, on est... qui votent pour et qu'on ait les 25%. Je rappelle quand même, les 25%, c'est quand même énorme, hein, parce que ça veut dire 50% des inscrits, quasiment. Il y a beaucoup d'élections aujourd'hui, diverses et variées, où il n'y a pas cette participation-là. Donc vous mettez la barre très très haut. Et donc, imaginez qu'un département dise oui, mais pas avec les 25%, et dans ces cas-là, on dirait non pour l'ensemble. C'est ce que je disais un peu, c'est la magie du droit, ça, quand on ne veut pas que quelque chose se fasse, eh bien, on met tout un tas de barrières qui fait qu'effectivement, à un moment donné, ça ne fonctionne pas. Donc c'est un avis défavorable. Messieurs Schellenberger, puis Monsieur Mendes. Monsieur Schellenberger.
Laissez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas faire très long, simplement pour rejoindre le rapporteur. Cet amendement met le doigt sur ce qui a été d'une complexité sans nom pour le référendum alsacien en 2013, à savoir une triple condition de succès. Enfin, quand on parle de retour à la démocratie, si on veut plus de référendums locaux, il faut que les règles elles soient simples et compréhensibles de tous, et on ne peut pas avoir des triples conditions de validation. À un moment donné, un référendum, ça doit être quelque chose de simple, c'est oui ou c'est non. Plus on rajoute de conditions, plus on s'assure que le statu quo perdure. Et c'est bien pour ça que dans la loi de 2010, qui permet le mécanisme qui a été exécuté en 2013, ces conditions ont été ajoutées parce qu'il y avait des antagonismes locaux qui conduisaient à s'assurer que cela échoue et que pour arriver au consensus, ceux qui portaient le projet de référendum ont accepté, peut-être par surcroît d'orgueil, ces multiplications de conditions qui font qu'on s'est retrouvé dans une situation en 2013 où il fallait satisfaire 3 conditions pour valider un référendum. Enfin, c'est quand même surprenant. Et dans tous les cas, ça n'encourage pas à aller davantage vers la démocratie directe. Si on veut à l'avenir aller davantage vers la démocratie directe, il faut que les règles soient simples, compréhensibles et accessibles. Dernier élément, ce qui différencie cette proposition de loi de la logique qui était celle de 2010, appliquée en 2013 en Alsace, c'est que l'initiative, elle vient d'abord des collectivités locales, d'une délibération de la collectivité. C'est en ce sens que j'ai un amendement plus tard, je le défendrai rapidement, mais je profite du temps de parole maintenant pour le dire. Il me semble important que pour respecter ce qui n'a justement pas été respecté à l'occasion du découpage de la loi NOTRe, on commence tous ces processus de redécoupage par la prise en compte de l'avis des collectivités. C'est la Charte européenne de l'autonomie locale, et en ce sens, il me semble important que la proposition de loi respecte la Charte européenne de l'autonomie locale. Merci. Monsieur Mendes. Merci, Monsieur le Président. C'est parce qu'on a échangé sur l'Alsace. Notre collègue Schellenberger le sait, parce qu'avec la création de la CEA, on a eu quelques passes d'armes sur le sujet. Mais rappelons que même pas un votant sur 3 s'est déplacé. Donc ça prouve que justement, il y a peut-être un débat sur le fait qu'on leur impose des référendums que certains ne veulent pas avoir comme débat. Il y a aussi une réalité à prendre en compte. Et il fallait 25% des inscrits justement pour que ça soit pris en charge. Que dans les 2 départements, il y a des positions qui étaient complètement différentes. Et c'est important de rappeler qu'entre-temps, il y a eu la loi NOTRe, il y a eu la loi 3DS et il y a eu la création de la collectivité européenne d'Alsace qui reprend des compétences et départementales et régionales. Donc on apporte une forme de réponse pour maintenir l'Alsace dans la région Grand Est. Et ça n'empêche pas aujourd'hui l'Alsace de briller pleinement au niveau de la région Grand Est. Et c'est important de le rappeler. Alors juste, Monsieur Schellenberger, vous débattrez plus tard avec Monsieur Mendes. Monsieur Fernandez voulait faire une courte réaction. Allez-y. Non, mais effectivement, du coup, je reprends ce que dit le collègue Schellenberger. Il n'y a pas de compétence régionale au niveau de la CEA. Non, simplement, la prétention de cet amendement est de relever le fait qu'en 2013, dans les conditions dans lesquelles ce référendum a eu lieu, avec les critères qui étaient effectivement fixés au départ, le résultat de ce référendum a été le refus par le peuple, par la population qui était consultée, de la fusion entre les 2 départements. 6 ans plus tard, la fusion a eu lieu malgré tout. Donc cet amendement a pour prétention de se prémunir simplement de cet effet de renoncement au fait de suivre la volonté populaire et de faire malgré tout à marche forcée des déplacements de frontières territoriales contre l'avis des habitantes et des habitants lorsqu'elles et ils sont consultés. Donc c'est la prétention de cet amendement. Bien, donc on va pouvoir passer au vote sur votre amendement. Qui vote pour? Qui vote contre? Il se fait rejeter. Alors, Monsieur Fernandez, vous ne pouvez pas voter. Qui défend l'amendement numéro 10? Allez-y, Madame Le Boucher. Madame Le Boucher. Merci, Monsieur le Président. Juste pour une petite information, je suis députée de la Sarre, donc je porte un regard, un intérêt tout particulier à cette proposition de loi. Alors, par cet amendement, nous proposons qu'en préalable à la consultation des électeurs sur un projet de modification des limites régionales, la remise d'une étude d'impact sur les conséquences pour les collectivités concernées afin d'éclairer le vote des citoyens. Que ce soit pour le département, la région intégratrice ou la région qui perd le département, de telles modifications auront des conséquences lourdes en termes économiques, fiscaux, culturels ou encore politiques. Donc, dans un souci de transparence et d'information, des études d'impact nous semblent être un préalable nécessaire. Messieurs les rapporteurs. Merci Madame Le Boucher. Moi j'aime beaucoup la Sarthe aussi. Et d'ailleurs, votre amendement, on le voit avec beaucoup de bienveillance. Avec Paul Molac, on souhaitait le sous-amender pour qu'il soit un peu
qui fonctionne un peu mieux. Légistiquement, c'était assez compliqué. Donc on a un amendement, le CL43, qui va dans ce sens. Donc je vous ferai une demande de retrait. Mais votre interrogation, elle est tout à fait légitime. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on veut cette consultation. Parce que cette consultation, elle permettra à tous les citoyens de Loire-Atlantique, dans un premier temps, je le redis, pour une première étape, d'avoir les enjeux et de la compréhension de l'enjeu de ce que serait le rattachement à la région Bretagne. Et le débat public sur ce sujet-là, il doit être complet, il doit être précis, et c'est pour ça qu'on va dans votre sens, mais on vous demande une demande de retrait. Monsieur Molac. Non, juste pour ajouter que le département de Loire-Atlantique et avec la région Bretagne est en train de faire justement une étude d'impact qui a été... Alors il y a un cabinet qui a été missionné et donc avec un cahier des charges, etc., sur cette question-là pour éclairer justement les citoyens de Loire-Atlantique pour le coup, mais on l'a étendu aux 2 régions parce qu'on sait que ça a des effets de bord. Au vu des arguments, oui, retiré. Merci. Merci. Alors, j'appelle l'amendement de M. Balanant, le 39. Oui, c'est exactement ce que je viens de dire. On a ajusté le dispositif pour bien préciser et expliciter que c'est la loi qui décidera dans un deuxième temps, dans une deuxième étape, que cette consultation nécessaire pour trancher le débat démocratique, pour enfin être sûr, oui ou non, les Ligériens souhaitent-ils rejoindre la Bretagne, une fois qu'on aura eu ce prérequis, que les choses se feraient par étapes et que c'est bien la loi qui devra ensuite, dans un deuxième temps, régler le redécoupage de la Bretagne. Donc je vais mettre aux voix l'amendement du rapport. Ah, monsieur Pfeffer. Oui, merci Monsieur le Président. Je comprends bien, Monsieur le rapporteur, la portée de cet amendement, mais justement, si le débat démocratique doit être tranché par une consultation, je pense qu'il n'y aurait rien de pire justement que de consulter les gens et de ne pas respecter ensuite leur choix. Et je pense qu'en précisant effectivement que c'est la loi qui a le dernier mot, ça va à l'encontre d'une potentielle décision des électeurs qui irait à l'encontre. Donc je comprends le but, mais pour moi, ça va dans le sens d'un non-respect potentiel du choix des gens. Oui, alors, la Constitution, elle prévoit la consultation, et c'est la loi qui, dans la Constitution, délimite les limites des régions. Donc, on est obligé de passer par la loi, mais évidemment, tout l'enjeu de ce référendum et la puissance qu'il aurait, parce qu'il aurait été bien monté, et je pense que le dispositif que nous vous proposons là permet ce prérequis de consultation démocratique solide, emporterait, il me semble, la décision de l'Assemblée nationale. En tout cas, elle emporterait la décision des députés bretons. Monsieur Schellenberger. Je crois que là, c'est une logique de bon sens. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça a démontré que ça fonctionne. Il y a eu des découpages heureux, des découpages malheureux. C'est vrai que ces dernières années, face à la volonté de ne pas finalement réformer les collectivités locales, on les a surtout redécoupées. Et ça se passe toujours par la loi, et ça se passe bien par la loi, même si, encore une fois, certains découpages sont malheureux. Le processus législatif, lui, est connu et fonctionne. Le problème, c'est qu'il y a un tas de complexités à gérer qui accompagnent un tel découpage. Et croyez l'élu à la collectivité européenne d'Alsace que modifier les périmètres, c'est pas simple, ça nécessite un vrai travail. Et les effets de bord en matière d'accompagnement, de transfert de financement, de transfert de compétences ne sont pas simples à gérer. Et il faut un débat technique qui suit la volonté politique. Et je crois que c'est bien que ça fonctionne ainsi. Aux citoyens de s'exprimer sur la volonté politique, aux législateurs de la mettre en œuvre sur le plan technique. Je crois que c'est très bien ainsi et ça fonctionne. On peut se faire confiance pour respecter la volonté du peuple, je crois. Bien, donc cette fois-ci, je mets au voix l'amendement du rapporteur. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est rejeté. Amendement de Madame Leroux, je pense que c'est Madame Borde qui va le défendre. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, c'est un amendement de cohérence, je dirais, avec les textes qui existent actuellement. Et cet amendement tend à exclure les ressortissants d'un État membre de l'UE inscrits sur les listes électorales complémentaires
de la possibilité de voter cette consultation, puisque ces mêmes ressortissants d'un État membre actuellement ne participent pas au vote concernant les élections départementales et les élections régionales. Donc c'est simplement en cohérence avec les textes actuels. Madame Lelouis, vous avez un amendement identique? Oui, alors cette proposition de loi est intéressante, mais ces départements et ces régions sont françaises et aucun habitant étranger, même inscrit sur les listes électorales en tant que ressortissant de l'Union européenne, n'a à se prononcer sur ces référendums locaux. Les départements comptent assez peu d'électeurs et souvent de votants, et l'on peut imaginer le poids que peuvent avoir parfois certains autres citoyens de l'Union européenne. C'est pourquoi je propose de raccourcir le texte. Merci. Monsieur Pfeffer pour un amendement identique. Défendu. Messieurs les rapporteurs. Attendez, hop là, c'est bon. Oui, c'est un avis défavorable. Les consultations locales de même type sont ouvertes aux ressortissants européens, aux ressortissants européens. Donc, franchement, il n'y a pas de raison de changer. C'est une consultation locale. Donc, gardons le code électoral comme il est. Ne le transformons pas. On ne l'a pas transformé sur les 16 ans, alors qu'on aurait bien aimé. Donc, avis défavorable. Bien. Madame Regol, vous vouliez intervenir? Merci, Monsieur le Président. Oui, j'ai découvert assez étonné cet article, déjà parce que moi, je suis élue sur une ville frontière, qui est à la fois capitale européenne et cœur de l'Europe, dans laquelle beaucoup de Français vivent de l'autre côté du Rhin et beaucoup d'Allemands vivent de notre côté du Rhin. Donc, en fait, ils participent à la vie de tous les jours, ils participent même à la vie de l'État, à travers les taxes, la TVA, par exemple. Enfin bon, il y a beaucoup de choses qui font que il est assez évident que depuis que nous avons des règles qui permettent aux ressortissants européens de voter, il est devenu normal en 2023, vous savez, on n'est plus au Moyen-Âge, même si c'est une très belle époque où il y a eu beaucoup d'avancées, mais elles sont un peu dépassées aujourd'hui. Bref, aujourd'hui, il paraît assez normal d'arriver à avancer ensemble. Et du territoire d'où je m'exprime, c'est particulièrement vrai. Je pense qu'on pourrait dire la même chose d'à peu près toutes les zones frontières. Et je crois qu'il y en a quand même quelques milliers de kilomètres en France. Ce serait dommage de passer à côté de tout ça. Je vais pouvoir mettre aux voix ces amendements. Qui votent pour les amendements identiques? Qui votent contre? Ils sont rejetés. Amendement de Monsieur Balanant, le numéro 30 de précision logistique. Voilà, rédactionnel. Un rédactionnel. Qui vote pour? Qui vote contre? Et adopté. Le 7 de Monsieur Solignac. Non, de Madame Caramanli. Monsieur Boulou. Voilà, c'est bon. Oui, merci Monsieur le Président et merci pour l'accueil dans cette commission pour lequel j'ai switché aujourd'hui. Cet amendement vise, par le fait qu'on aurait du coup une consultation dont les effets dépassent largement les temporalités électorales habituelles. Et d'autant plus qu'on parle quand même beaucoup d'une consultation qui aurait rapport avec la Bretagne. Et la Bretagne, on a toujours aimé une terre d'expérimentation. Donc pourquoi pas, dans le cadre de cette consultation, étendre à partir de 16 ans pour ce vote. Voilà, c'est l'objet de l'amendement. Messieurs les rapporteurs. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Comme on vous a dit tout à l'heure, on a choisi de ne pas changer le code électoral dans le cadre d'une PPL. Ça nous semble un peu au-dessus de nos épaules, si vous voulez. Et donc, j'avais indiqué à M. Solignac que sur le fond, on est d'accord avec lui. Mais franchement, le faire pour ce type de consultation, je pense qu'on devrait commencer peut-être par des élections un peu plus emblématiques. Par exemple, une élection présidentielle ou communale. Ça me semblerait... Oui. Un élément, moi je suis pour ce type d'élection, comme vous le dites, en Bretagne, on aime bien les expérimentations démocratiques, on sait faire et généralement on a vu que ça marchait souvent. Moi je suis plutôt favorable à l'idée de faire voter aussi par les 16 ans sur ce sujet-là. On a regardé, le seul problème c'est qu'on aurait un problème de liste électorale qui serait assez compliqué et qu'on n'a pas, voilà, et qu'on n'a pas pour l'instant pour les 16 ans. Donc il faudrait avoir
remettre ça en place. Et là, pour le coup, ça rendrait un peu difficile. Et puis, on a déjà du mal à essayer de faire comprendre à une partie de la majorité, je le dis, et à l'État de l'importance de cette élection. Si en plus on devait avoir des problématiques de liste électorale, je crois que ça compliquerait les choses. Moi qui ai fait inscrire le droit de pétition dans le CESE à partir de 16 ans, je suis favorable sur l'idée qu'on expérimente le vote pour les plus jeunes sur certaines élections. Et les élections, ce type de consultation serait la bonne expérimentation, il me semble. Monsieur Guillaume Gouffet-Valente, Monsieur Fournier. Merci Monsieur le Président. Alors, si je ne vous rejoins pas sur le périmètre du dispositif de consultation en lui-même, moi je trouve que la proposition d'expérimentation est intéressante sur si des questions de telles consultations venaient être mises en place qui touchent à des questions d'avenir. Et il est important qu'on puisse effectivement poser aussi la question à ces futurs, enfin ces citoyens qui ont tout à construire pour demain, avec toutes les questions que ça relève de construction de la région et des collectivités de demain aussi. Moi, à titre personnel, en tout cas, parce qu'on n'a pas eu le temps de discuter avec mon groupe, mais je voterai cet amendement. Bien. Monsieur Fournier. Oui, alors moi je suis favorable, et d'autant plus favorable que j'avais tenté un amendement dans l'autre loi que nous avons étudiée ce matin pour porter l'âge du vote à 16 ans. Donc il ne reste plus qu'à inscrire dans le texte, l'autre texte porté dans la niche Lyotte en séance, le fait qu'on puisse avoir des listes électorales en prenant en considération les jeunes à partir de 16 ans. Et donc, du coup, voilà, c'est l'étape à suivre pour que cette expérimentation, pour laquelle nous sommes très favorables, soit tout à fait effective. Monsieur le rapporteur, vous voulez répondre et après, c'est moi je fais mon petit point. Oui, juste, ça ne change pas de toute façon la PPL, hein, puisque c'est une consultation sur un département. Si cette Assemblée est souveraine, donc moi je ne vois pas d'inconvénient à ce que vous le votiez, hein, mais ça sera plus difficile à mettre en place parce que bon, il y aura des choses pas simples, mais bon, on est souverain. Alors, avant de passer au vote, simplement, quand vous regardez le dispositif de l'article 3, il est bien prévu de traiter du corps électoral de la consultation qui est prévue, raison pour laquelle les conditions du corps électoral peuvent être visées dans les amendements que vous déposez, et c'est pour ça qu'ils sont recevables au titre de l'article 45. Lorsque vous regardez la proposition de loi que nous avons examinée ce matin, il y a les modalités de vote qui sont prévues, mais pas les conditions du corps électoral. Et donc, pour le coup, y compris quand vous regardez les chapitres et les articles visés par la proposition de loi, ce ne sont pas des articles qui permettent le vote à 16 ans, en tout cas l'introduction d'une différence à ce niveau-là. C'est la raison pour laquelle c'est irrecevable au titre de l'article 45. Et alors, je ne vais pas vous faire de faux espoirs, mais jusqu'à présent, je n'ai jamais été déjugé par la présidente entre la commission et la séance sur l'article 45. Donc, il y a des chances que ce soit le cas encore si vous déposez de nouveaux amendements pour la séance pour le 8 juin. Je mets aux voix la proposition, l'amendement de M. Solignac, numéro 7, qui vote pour, qui vote contre. Alors attendez, il faut que je... Qui vote pour? Attendez. Coordonnez-vous. Mais... Qui vote pour? Qui vote contre? Donc il est adopté. Le 31, c'est un rédactionnel. Qui vote pour? Qui vote contre? Adopté. Le 16, Madame Lelouis. Merci, Monsieur le Président. La publication du décret seulement 2 mois avant la consultation m'inquiète et me pose problème. J'ai 71 ans et j'ai vu beaucoup d'élections. J'étais adjointe au maire, j'ai tenu beaucoup de bureaux. Et je peux vous dire que 2 mois, c'est trop court. C'est beaucoup trop court. Souvenez-vous des élections régionales 2021. Il y a eu quoi? 1 mois de campagne et une abstention massive. Ce délai de 2 mois n'est pas sérieux. Il ne permettra pas vraiment d'avoir une mobilisation suffisante sur un tel scrutin. Je crois, et tout le monde sera d'accord ici, que pour favoriser le vote des citoyens, il faut une vraie campagne, un véritable débat démocratique. C'est pourquoi je propose de passer le délai de 2 à 3 mois à travers cet amendement, ce qui serait plus pertinent. Je vous remercie. Messieurs le rapporteur. Oui, alors il s'agit de quelque chose de formel, c'est-à-dire le décret. Mais la campagne, elle va commencer bien avant. Et d'ailleurs, elle a d'une certaine façon commencé, puisqu'on est déjà en train de faire une étude d'impact. La loi
elle est loin d'être votée, puisqu'elle va passer au Sénat, elle va revenir, etc. Donc, à moins que les sénateurs la mettent conforme. Déjà, il faut qu'elle soit votée ici. Donc, sans vouloir être... je veux dire, d'ici à ce que le décret soit paru, je crois qu'on a encore beaucoup de temps devant nous. Et pendant ce temps-là, justement, je compte bien à ce qu'il y ait une campagne électorale sur le sujet, bien sûr. Donc, c'est quelque chose de formel, c'est la publication du décret. Je mets au voie l'amendement de Madame Lelouis qui vote pour, qui vote contre. Il est rejeté. L'amendement de Madame Regol. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement vise à garantir qu'il n'y ait à la fois pas de reconsultation permanente, c'est-à-dire qu'à peine une consultation ait eu lieu, si elle déplaît soit au gouvernement, soit à l'État, pardon, soit aux politiques locaux, de ne pas refaire immédiatement une autre consultation et économiser un petit peu le denier public. Et de la même façon qu'il y a un délai minimum garanti entre deux consultations. Là, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'un demi-mandat. Il peut y avoir des choses qui changent d'un point de vue économique, d'un point de vue social. Enfin, plein de choses peuvent advenir en cours de mandat. Donc voilà, c'est l'objet de cet amendement, de donner des bornes positives et négatives pour faire en sorte que la bonne intention de la loi ne puisse pas être retournée contre elle-même. Oui, il y a un sous-amendement de M. Balanant qui pourra peut-être nous donner l'avis des rapporteurs en même temps. Oui, je pense que vous aurez l'avis. Si on sous-amende, c'est plutôt bon signe. Et c'est un amendement de... On est favorable à cette idée. Moi, je le dis, il faut trancher la question une fois qu'on l'aura... Pardon. Oui, on est favorable à cette proposition et donc nous proposons un sous-amendement de précision. Vous avez raison, une fois qu'on aura tranché par un vote, cette question aura été tranchée. Et on ne va pas revenir avant au moins 2 ans. Effectivement, je pense que si c'est tranché, ça sera pour plus longtemps, mais au moins on aura un avis démocratique sur ce sujet qui, je le redis, occupe les conversations politiques bretonnes depuis maintenant plus de 70 ans. Bien, alors le sous-amendement en premier, qui vote pour, qui vote contre, il est rejeté. L'amendement de Mme Regol qui vote pour, qui vote contre, il est rejeté. Amendement de précision de M. Balanant qui vote pour, qui vote contre, adopté. Amendement de précision de M. Molac qui vote pour, qui vote contre, adopté. Amendement de M. Molac, le 43. Le 43 ? Non, le... Puisqu'on a effectivement demandé à ce qu'il y ait une étude, etc., je propose que ce soit tout simplement la CNDP qui soit mandatée pour faire cette fameuse information, la Commission nationale du débat public. Ça me semble être la commission qui est la mieux à même de pouvoir tout simplement informer les citoyens de ce qui se passe avec, bien sûr, quelque chose de cadré, etc., comme elle sait le faire. Bien, donc je mets au voie l'amendement de M. Molac qui vote pour, qui vote contre, il est adopté. Le rédactionnel, le 34, M. Balanant qui vote pour, contre, adopté, même vote pour le 35, et je présume que c'est un même vote pour le 37 également. En revanche, M. Molac, le 38. Oui, c'est un amendement dans ce qu'on avait proposé dans un premier lieu. On dit que la commission doit être de validation et composée de 3 magistrats. Et là, on dit que ce sera un arrêté par le représentant de l'État dans le département, c'est-à-dire le préfet. On ne lui donne pas d'injonction sur le nombre. Qui vote pour cet amendement? Contre? Adopté. Le 36 rédactionnel, qui vote pour? Contre? Adopté. Le 41, M. Beaubry. Alors, c'est Mme Borde, pardon. Alors, attendez, une seconde. Allez-y. Oui, merci, Monsieur le Président. La proposition de loi se limite à une simple consultation pour avis, sans obligation légale d'agir pour l'État. Toutefois, il nous paraît crucial d'accorder une plus grande importance à la participation citoyenne afin de lui donner un rôle prépondérant dans le processus décisionnel politique.
En effet, les demandes répétées de certains départements, notamment la Loire-Atlantique, qui aspirent à être rattachés à une région voisine, en l'occurrence la Bretagne, ont été jusqu'à présent ignorés. Il convient donc de permettre aux électeurs de ces départements de changer de région d'appartenance si tel est leur souhait. Il est alors primordial pour l'État, en tant que garant de la souveraineté populaire, de se conformer aux résultats de la consultation et d'agir concrètement en redéfinissant les limites du territoire. Ainsi, en respectant la voix des électeurs, nous consolidons le fondement même de notre système démocratique et favorisons l'épanouissement des communautés locales au sein d'une structure régionale plus cohérente et surtout plus représentative. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Alors, je comprends l'idée. Elle est tout à fait louable. Hein. Mais ce que vous proposez, là, ne sera pas efficient. Parce qu'en fonction du résultat, l'État est tenu de tout mettre en œuvre pour respecter la volonté citoyenne. En fait, c'est un vœu. Et l'État va vous dire, j'ai tout mis en œuvre. J'ai demandé, je ne sais pas, au département lambda. Il a refusé. Donc, j'ai estimé avoir fait mon boulot. Et donc, je ne fais pas. C'est comme ça. Et le juge dira, oui, l'État a commencé à faire quelque chose, donc c'est bon, et il ne sera pas condamné. J'ai vu ça dans pas mal de choses. Donc, en fait, ça ne fonctionnera pas. Bien. Attendez, allez-y, Madame Bordes. Oui, effectivement, j'entends ce que vous me dites, mais c'est déjà bien, à mon sens, que ce soit inscrit dans la loi. C'est un premier pas pour avancer un peu plus loin. Parce que si on ne met rien, ça restera un vœu pieux et il ne se passera rien. Monsieur Mendes. Merci, Monsieur le Président. Non, il est intéressant de rappeler qu'un référendum est simplement une consultation et non rien contraignant. Et si on modifie cela, il faut modifier la Constitution, Madame. Alors, on met aux voix l'amendement en attendant de Madame Bordes. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est rejeté. Je vais mettre aux voix l'article 1er de la proposition de loi. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est rejeté. Après l'article 1er, l'amendement numéro 12, Madame Le Boucher. Monsieur Kerbrat. Par cet amendement, nous proposons que les modifications des limites territoriales d'un département et le regroupement de 2 départements passent obligatoirement par la loi. En l'état, il existe une dérogation à cette règle pour la modification des limites territoriales des départements en cas d'accord des conseils départementaux. Nous proposons de supprimer cette dérogation. Pour le regroupement de départements, il est actuellement décidé par décret et depuis 2016, le consentement des électeurs n'est plus requis. Dans un but de faire respirer notre démocratie et de penser que cette consultation puisse être suivie des faits, nous proposons un minima que ce regroupement passe par la loi afin que le Parlement puisse s'exprimer et, le cas échéant, s'opposer ou aller ou accorder des regroupements de départements. Messieurs les rapporteurs. Monsieur Kerbrat. Je comprends votre préoccupation, mais elle est lourde de sens et elle aurait des conséquences importantes. Là, on a récemment, d'ailleurs en Loire-Atlantique et entre la Sarthe, la Mayenne et la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, pardon, entre le Maine-et-Loire et la Loire-Atlantique, il y a eu un accord entre les présidents de région suite à un changement d'intercommunalité d'une commune. Et donc, les limites départementales ont été refaites en accord avec le département, les communes, et tout s'est bien passé. Donc, ça nous demanderait pour une limite, un changement d'intercommunalité dans une commune quand elle se trouve à la frontière et à la limite entre 2 départements, de passer par la loi, ce qui serait assez lourd. Donc, demande de retrait. Oui, en fait, pour être totalement transparent, il y avait 6 communes qui voulaient faire une intercommunalité, dont une qui était en Maine-et-Loire et les 5 autres dans le département de Loire-Atlantique. Et donc, ils se sont arrangés, effectivement, pour que cette commune du Maine-et-Loire gagne la Loire-Atlantique. Bon, c'est ainsi, et ça s'est fait. Alors, des regroupements des intercos, je ne sais pas s'il y a eu un vote de la part du peuple, mais en tout cas, ça s'est fait de cette façon-là. Alors, s'il fallait que ça passe par la loi, à chaque fois qu'il y a ça, et que ça revienne au Parlement, ce serait peut-être un peu lourd, effectivement. Monsieur Kerbrat. Il est maintenu. Maintenu? Je le mets aux voix. Qui vote pour? Qui vote contre? Rejeté. Amendement de Monsieur Schellenberger n'est pas défendu. L'amendement 11, Monsieur Kerbrat. Madame Le Boucher, si vous switchez. Allez-y. Alors, par cet amendement, nous proposons de permettre la scission d'une région. Créées en 2015, les grandes régions ont accentué le sentiment d'éloignement entre les citoyens et leurs institutions et de perte de cohérence de l'organisation territoriale de la République. Aujourd'hui, le bilan est unanime.
Rares sont les défenseurs de cette réforme, pas si lointaine, qui ne convainc pas. Ce redécoupage est contraire à la recherche de proximité de l'action publique et n'a pas non plus permis de réaliser des économies. La Cour des comptes a même estimé que la réforme aurait coûté plus de 200 millions d'euros supplémentaires. Nous proposons donc de permettre des scissions de régions si les élus départementaux et régionaux le souhaitent, à la demande de membres de leurs assemblées ou de la population. La scission sera ensuite décidée par la loi. Messieurs les rapporteurs. Oui, alors effectivement, ce n'est pas moi qui vais défendre la loi de redécoupage des régions, vu que j'ai voté contre, ce serait quand même un peu délicat. Mais le problème, c'est que l'objet de cette proposition de loi, même si l'article 1 a été enlevé, c'était pas de redécouper les régions, pour le coup. C'était vraiment de faire une consultation sur le département de Loire-Atlantique. C'était rien de plus. Parce que je vois toutes les complexités qu'il peut y avoir derrière, et je vois bien aussi... ces grandes régions dont certains voudraient effectivement un redécoupage. Et je peux les comprendre, puisque je me suis élevé, quand nous avons, malheureusement, l'Assemblée a voté cette carte, je me suis élevé contre la suppression de l'Alsace, qui me semblait... les députés, les élus alsaciens étaient venus autour de l'Assemblée nationale pour dire combien ils étaient contre cela. Donc, je ne me voyais pas voter ce genre de choses. Mais pour autant, vous dépassez cette pauvre PPL et l'objet limité qu'elle a. Alors, maintenu. Je le mets aux voix. Qui vote pour? Qui vote contre? Rejeté. Le 28, M. Pfeffer. Oui, merci Monsieur le Président. On vient d'avoir le débat sur la portée de cette PPL et sur le redécoupage des régions, donc je le retire. Retiré. Je mets aux voix l'article 2. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est rejeté. Il n'y a donc pas lieu de procéder à un vote ni sur le titre, ni sur la proposition de loi. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Ah, monsieur, non, monsieur. Vous le ferez en séance. Merci.